Rapport de la 3e sous-commission. Cette sous-commission n'a pas pu tenir plus de 10 sessions. Ses résultats n'ont pas été aussi importants que les précédents. Cependant, certaines circonstances qui s'y sont produites ont été étudiées très attentivement, et nous nous limitons à donner un résumé du rapport. Les personnes qui se sont jointes à nous, sauf dans un cas, vous les connaissez très bien, nous ne pouvons donc pas douter de la probité et de la bonne foi des participants. Nous avons cherché à établir une comparaison entre la force d'origine inconnue qui est nécessaire pour produire les mouvements, et la force musculaire consciente qu'il faut développer pour obtenir des résultats identiques. Après quelques expériences menées avec le plus grand soin, nous avons établi que pour faire basculer la plus petite table dans le sens le plus favorable, c'est-à-dire formant un angle de 90 degrés avec les jambes, il est nécessaire de développer une force d'environ 9,3 kg. Cependant, il est absolument indispensable que les pieds soient maintenus par quelque chose, sinon la table glissera facilement. En ce qui concerne la table ci-dessus, ses dimensions sont les suivantes: 1,16 m de long, 61 cm de large, poids compris entre 22,68 kg et 27,22 kg. Elle est fabriquée en chêne et repose sur 4 pieds sans roulette. Même si l'angle formé est de 45 degrés, il y aura toujours une plus grande tendance à glisser qu'à basculer ou à tourner, et si l'on veut obtenir ce dernier effet, il faut exercer une pression de 19,73 kg, sans que l'angle formé par la table dépasse 30 degrés. Un homme doué d'une force ordinaire, et ayant les mains appliquées sur la table, peut donner une impulsion à ce meuble en le faisant glisser sur le plancher, mais dès qu'il voudra lui donner un mouvement d'attraction, il ne sera plus aussi facile d'atteindre ce but, et la difficulté augmentera s'il veut faire mouvoir la table de droite à gauche et dans le sens de la longueur. S'il pose ses mains sur une extrémité de la table, il ne parviendra pas non plus à la faire monter à l'extrémité opposée. 2 hommes pourraient y parvenir, mais leur action sera paralysée dès qu'une légère pression sera exercée par la main située à l'extrémité opposée. Lorsque les côtés de la table sont occupés par 3 personnes, comme cela a été le cas dans les séances, il y a alors un obstacle considérable à faire bouger la table, et pour le surmonter il faut fournir un effort extraordinaire et visible. Et pourtant, pendant les séances, la table bougeait dans toutes les directions, le mouvement étant tantôt doux et régulier, tantôt précipité et abrupt. Parfois les mouvements se produisaient avec une telle facilité qu'ils semblaient indiquer l'existence d'une grande puissance latente. D'autres, au contraire, étaient presque imperceptibles. Lorsque les mouvements se produisaient, on entendait parfois un bruit particulier, comme si les pieds de la table frottaient et se détachaient du sol. Les participants pensaient que ce bruit était dû à la pression inconsciente exercée par les médiums, mais nous avons constaté plus tard que si, en plaçant nos mains sur la table, nous exercions une pression vers le bas, la table glissait vers le bas sans bruit. Mais ce bruit se produisait lorsque la table était traînée avec des mouvements agités. Cela nous a montré que les forces en jeu devaient être appliquées pour soulever et propulser la table vers l'avant, alors que les forces qui pouvaient provenir des muscles des médiums ne pouvaient être dirigées que vers le bas et vers l'avant. La plus grande manifestation de force qui s'est produite à travers la table s'est produite un jour où 3 personnes étaient assises autour d'elle, comme le montre la figure suivante. Monsieur Myers s'est assis en face de la dame, sans toucher la table, dans le seul but d'observer ce qui pouvait se passer. Les mouvements de pendule produits par le meuble furent très violents et la chute fut si soudaine que le sol trembla intensément, le bruit étant entendu dans toute la maison et même à l'extérieur. La séance du 8 avril a été vraiment remarquable. La table expérimentale pesait plus de 40,98 kg,
ce qui rendait difficile l'évaluation précise de l'effort nécessaire pour produire le mouvement de rotation rapide auquel elle était soumise. Si l'on avait tenté de faire tourner la table par la force musculaire, cela n'aurait pas été possible sans un effort considérable, mais si l'on avait tenté d'équilibrer la table en la soutenant par l'un de ses bords, comme cela a été fait 2 fois au cours de la session, sans glisser sur le sol, la force employée pour obtenir cet effet n'aurait pas été inférieure à 38,56 kg. Appliquée de manière conservatrice, la force à l'angle droit, pour éviter le glissement, aurait été suffisante pour développer 19,05 kg. Lors de l'expérience visant à reproduire le phénomène, nous avons constaté qu'en plus de la force nécessaire pour soulever la table, il fallait beaucoup d'attention et une force considérable pour se tenir en équilibre sur un point du bord de la table afin d'éviter qu'elle ne glisse ou ne bascule. Pendant la séance, et malgré les différents mouvements du meuble, celui-ci est resté dans un parfait état d'équilibre. Aucune des personnes présentes n'a pensé avoir apporté sa force à de tels événements, mais seulement avoir appliqué légèrement ses mains sur le meuble. Nous pensons également avoir prouvé que la force qui agit dans ces expériences est dirigée par une intelligence. La présence de certaines personnes était nécessaire, notamment celle de 2 de nos amis. Les rapports des commissions 4, 5 et 6 n'offrent rien d'intéressant. Le médium était malade et les phénomènes étaient faibles ou incomplets. Après la publication de ces rapports, ceux qui ont participé aux expériences ont exprimé leurs impressions en privé et par écrit. Ainsi, le Dr Augustus de Morgan, président de la London Mathematical Society et secrétaire de la Royal Astronomical Society, déclare dans un livre intitulé From Matter to Spirit. Je suis parfaitement convaincu de tout ce que j'ai vu et entendu. Le doute serait impossible. Les spirites sont sur la voie du progrès dans les sciences physiques, les opposants sont les représentants de ceux qui ont mis des obstacles à tout progrès.